4h25, ce 10 mai 1940, le sergent Henri Levaque se tenait sur la plateforme supérieure du fort d'Eben Emael, scrutant le ciel belge à peine éclairci. Dans quelques minutes, la relève du matin allait commencer. L'air était frais, presque paisible. Soudain, il perçut un léger bruissement, comme le vent dans une voile. Il se retourna, et son cœur se figea. 9 ombres massives glissaient silencieusement depuis l'obscurité. Pas de moteur, aucun bruit. Seulement le vol spectral d'une chose impossible, des planeurs allemands, fonçant droit sur la forteresse la plus puissante d'Europe. Levaque leva son fusil instinctivement, mais il était déjà trop tard. Le premier planeur dérapa sur la surface herbeuse du fort et s'immobilisa. Des hommes en jaillirent. Des parachutistes en tenue de combat intégrale, se déplaçant avec une précision que seule une formation incessante pouvait expliquer. Levaque tira. Une fois, 2 fois, puis le monde explosa autour de lui dans un inferno de lumière et de tonnerre. À cet instant précis, débuta l'une des défenses les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. 780 soldats belges contre 71 parachutistes allemands. La forteresse la plus solide d'Europe contre la tactique la plus révolutionnaire de la guerre moderne. 31 heures qui allaient changer le monde. Le fort d'Eben Emael n'était pas un simple bunker. C'était un monument du génie civil belge, construit entre 1931 et 1935 avec un budget de 250 millions de francs belges. La forteresse s'étendait sur 900 mètres de long et 700 mètres de large, bâtie sur une colline dominant le canal Albert de 40 mètres. Son emplacement stratégique était parfaitement choisi. De là, les Belges contrôlaient 3 ponts cruciaux sur le canal, les seuls points de passage pour une invasion allemande vers la France. La forteresse comptait 18 positions de combat, chacune étant un petit fort en soi, des tourelles blindées en acier, jusqu'à 30 cm d'épaisseur, protégeaient les canons lourds, des canons de 120 mm, des canons de 75 mm, des dizaines de mitrailleuses. Les galeries souterraines s'étendaient sur 4,5 km. Quartiers d'habitation, infirmeries, dépôts de munitions, et même sa propre alimentation en électricité et son système de ventilation. Des experts militaires de toute l'Europe avaient visité Eben Emael et étaient arrivés à la même conclusion. Inéprénable, une attaque frontale serait un suicide. Un siège durerait des mois. L'état-major belge était persuadé cette forteresse arrêterait toute offensive allemande, donnant aux Alliés le temps de s'organiser. Le commandant Jean-Fritz Louis Jotran commandait la garnison du fort d'Eben Emael en mai 1940, âgé de 42 ans. C'était un officier expérimenté qui connaissait bien ses hommes. Sa garnison devait comprendre 1200 soldats répartis en 3 groupes, 200 membres du personnel technique, médecins, cuisiniers, armuriers, administration, et 2 groupes de 500 artilleurs chacun. Mais en mai 1940, la forteresse était en sous-effectif. Maladie, fin de service militaire, soldats en permission. Au matin du 10 mai, Jotran ne disposait que de 780 hommes. Et c'est là que résidait un problème fatal que personne n'avait prévu. Ces hommes étaient des troupes de garnison, des canonniers, pas de l'infanterie. Ils avaient été formés pour servir des canons lourds, entretenir des systèmes techniques, combattre dans des casemates blindées. Personne ne les avait préparés à se battre comme de l'infanterie, à mener des contre-attaques, à affronter l'ennemi au corps à corps. Cette faiblesse allait s'avérer désastreuse dans les heures qui allaient suivre. La planification allemande de l'attaque sur Eben Emael avait commencé dès octobre 1939. Adolf Hitler en personne avait manifesté de l'intérêt pour l'opération, fasciné par l'idée de conquérir la forteresse inexpugnable par surprise. Le plan était audacieux jusqu'à l'inconsidération. Le capitaine Walter Koch reçut le commandement d'une unité spécialement entraînée, le groupe d'assaut Granit.
71 parachutistes, sélectionnés parmi les meilleurs soldats de la Luftwaffe allemande. Pendant des mois, ils s'entraînèrent sur une maquette grandeur nature de la forteresse à Hildesheim, répétant chaque geste, chaque mouvement, jusqu'à pouvoir attaquer la forteresse en dormant. Mais l'élément vraiment révolutionnaire était l'arme qu'ils allaient emporter, des charges creuses, une invention récente. Des charges explosives qui, grâce à des explosions dirigées, créaient un jet de métal capable de percer jusqu'à 25 cm d'acier. Les Belges ne connaissaient pas cette arme. Leur massive tourelle blindée, dont ils étaient si fiers, allait se révéler vulnérable. Et puis, il y avait les planeurs. Anna Reitsch, la pilote personnelle d'Hitler, avait expliqué au Führer « Les planeurs en vol sont presque silencieux. Pas de moteur susceptible d'être détecté par des appareils d'écoute. Pas le temps pour les défenseurs de réagir. Les Belges avaient installé un système sophistiqué de dispositifs de localisation acoustique autour de la forteresse pour détecter les bombardiers en approche. Mais contre les planeurs, ces systèmes étaient inutiles. 9 planeurs DFS 230, chacun rempli de 8 à 10 parachutistes et de leurs charges creuses mortelles. Eux furent remorqués dans les airs par des avions de transport Ju-52. À 4h25 du matin, le 10 mai 1940, ils se détachèrent au-dessus du territoire belge et glissèrent silencieusement dans l'aube naissante. Objectif, se poser directement sur le sommet de la forteresse. Le sergent Levaque n'était pas le seul à avoir vu les planeurs. Sur l'ensemble du sommet de la forteresse, des parachutistes allemands jaillissaient soudainement de leurs planeurs. Le sergent André Röll, responsable de la casemate Maastricht 1, entendit le grincement d'un planeur qui atterrissait à moins de 30 mètres de sa position. Il attrapa le téléphone pour alerter le poste de commandement central, mais la ligne était déjà coupée. Les Allemands avaient commencé par sectionner les câbles de communication. Röll courut vers la sortie de secours de sa casemate et poussa la porte. 3 soldats allemands se tournèrent vers lui. Il claqua la porte et la verrouilla. Son cœur battait la chamade. Que se passait-il dehors? À l'intérieur de la forteresse régnait le chaos. La plupart des soldats dormaient encore. C'était samedi. Beaucoup ne devaient prendre leur service que dans quelques heures. Les explosions soudaines les arrachèrent de leur lit. Le commandant Jotran se précipita dans la salle de commandement, essayant d'obtenir des rapports de ses positions de combat. Le système téléphonique était hors service. Des opérateurs radio hurlaient dans tous les sens. Personne ne comprenait ce qui se passait. Et dehors, sur la surface, les 71 parachutistes se déplaçaient avec une efficacité mortelle. Le lieutenant Rudolf Witzig mena l'attaque principale sur les tourelles blindées nord. Ces hommes coururent vers la tourelle Maastricht 1, l'une des positions les plus puissantes de la forteresse, armée de 2 canons de 120 mm. La tourelle en acier massif s'élevait du sol, apparemment indestructible. L'équipe de Witzig plaça une charge creuse de 50 kg directement sur la tourelle. Les hommes coururent se mettre à l'abri. Puis, la détonation. Un fracas assourdissant. La fumée et la poussière obscurcirent tout. Alors que la fumée se dissipait, les Allemands contemplaient l'étendue de leurs dégâts. La coupole d'acier, épaisse de 30 cm, était percée d'un trou béant. Le jet de métal de la charge creuse avait traversé l'acier comme du papier. À l'intérieur de la casemate, le spectacle était apocalyptique. La pression de l'explosion avait instantanément tué 3 canonniers belges. 2 autres gisaient au sol, grièvement blessés, les tympans éclatés, saignant du nez et des oreilles. Les imposants canons de 120 mm étaient endommagés. Hors d'usage. L'une des positions de défense les plus solides de la forteresse avait été neutralisée en quelques secondes. Mais les Belges n'abandonnaient pas. Le sergent Georges Cuvillier commandait la garnison de la coupole visée 1. Il entendait les explosions au nord, mais ne comprenait pas encore toute l'ampleur de l'attaque. Puis, il les vit.
Des soldats allemands courant sur la surface de la forteresse, portant des charges explosives. Cuvillier hurla des ordres. Le canon de 75 mm de sa coupole pivota, mais c'est là qu'un problème tragique se révéla. Les canons de la forteresse étaient conçus pour des cibles à longue distance, des chars et des troupes éloignées du fort. La dépression des canons était limitée. Ils ne pouvaient pas tirer sur des cibles directement à la surface de la forteresse. Les ingénieurs n'avaient jamais envisagé qu'un ennemi puisse atterrir sur la forteresse elle-même. C'était impensable. Maintenant, cela devenait une faiblesse mortelle. Les hommes de Cuvillier tentèrent de tirer avec des fusils à travers les meurtrières, mais les angles étaient impossibles. Les Allemands restaient hors des angles morts, se déplaçant avec la précision d'hommes qui connaissaient le terrain par cœur. Coupole après coupole tombait. Visée 2 fut attaquée avec une charge creuse de 12,5 kg. L'explosion tua 4 Belges sur le coup. Mi-nord. Une autre position puissante, avec 2 canons de 75 mm, subit le même sort. Les Allemands plaçaient les charges explosives avec une précision chirurgicale. Parfois, ils lançaient des grenades fumigènes dans les meurtrières avant de faire exploser les charges creuses, afin d'aveugler et de désorienter la garnison. Dans les 15 premières minutes de l'attaque, la plupart des canons lourds de la forteresse étaient détruits ou endommagés. Le major Jotran, dans la salle de commandement profondément sous terre, essayait désespérément de comprendre ce qui se passait. Des rapports arrivèrent de manière fragmentaire par des coureurs, des soldats courant dans les couloirs avec des nouvelles. Allemands à la surface, coupole détruite, hommes morts ou blessés. Mais combien d'Allemands? Comment étaient-ils arrivés? Quel était leur but? Jotran prit une décision. Il devait organiser des contre-attaques. Chasser les Allemands de la surface, il rassembla ses officiers, mais c'est là que le problème fondamental de la garnison apparut. Ces hommes n'étaient pas de l'infanterie. Ils n'avaient aucune expérience des tactiques de combat rapprochées, du combat urbain, des attaques coordonnées en plein air. Malgré tout, il fallait essayer. Le lieutenant Longdose reçut l'ordre d'avancer avec 20 hommes par la sortie nord et d'attaquer les positions allemandes. Les hommes s'armèrent de fusils et de grenades. Beaucoup n'avaient de plus combattu à l'extérieur depuis leur formation de base. Ils montèrent les escaliers vers la sortie. Longdose ouvrit la porte d'un coup. Immédiatement, des tirs de mitrailleuses allemandes s'abattirent sur la porte. Les parachutistes avaient tous les accès sous surveillance. L'un des hommes de Longdose tituba en avant, fut instantanément touché à la poitrine et retomba dans l'escalier. Les autres se pressèrent derrière la porte, tentant de riposter, mais le poste de mitrailleuse allemand avait une ligne de mire parfaite. Après 5 minutes de combat acharné, Longdose retira ses hommes. 2 morts, 4 blessés. La contre-attaque avait échoué. D'autres tentatives suivirent. Le sergent Levaque, qui avait vu les premiers planeurs, organisa une tentative de sortie par la sortie sud. 15 hommes le suivirent. Ils réussirent à parcourir 40 mètres à l'extérieur avant que les tirs allemands ne les fauchent. Levaque fut touché au bras. Du sang coulait à travers sa manche déchirée. Il cria à ses hommes de se mettre à couvert, derrière un petit remblai de terre. Mais les parachutistes allemands avançaient, lançant des grenades. Les Belges n'avaient pas le choix. Ils se replièrent dans la forteresse, laissant derrière eux 3 autres hommes, morts ou mourant dans la lumière du matin. Jotran reconnut la vérité brutale. Ces hommes ne pouvaient pas chasser les Allemands. Les parachutistes contrôlaient la surface, mais la forteresse elle-même, les massives installations souterraines, étaient toujours aux mains des Belges. Peut-être pouvaient-ils tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. L'armée belge devait bien savoir qu'Eben Emael était attaqué. L'aide allait venir. Ils devaient juste tenir bon. Mais les Allemands n'avaient pas l'intention de pénétrer dans les couloirs souterrains. Cela aurait été du suicide, un combat couloir par couloir contre des défenseurs qui connaissaient chaque recoin. Au lieu de cela,
Les parachutistes se concentraient sur la destruction de chaque position de combat, le blocage de chaque sortie, l'aveuglement et la paralysie de la forteresse. Et ils avaient une autre arme, la terreur. À 9h30 du matin, les Belges à l'intérieur entendirent un nouveau bruit, un hurlement strident qui enflait jusqu'à devenir un cri assourdissant. Des Stuka, des bombardiers en piqué, des Junkers Ju-87, les Stuka infâmes avec leurs trompettes de Jéricho, plongeaient sur le fort. Des bombes de 250 kg explosaient à la surface. Toute la forteresse tremblait. Profondément dans les couloirs souterrains, des morceaux de béton tombaient du plafond, des ampoules éclataient. Les hommes se recroquevillaient, les mains sur les oreilles, tandis que le monde au-dessus d'eux semblait se déchirer. Les bombes ne pouvaient pas percer l'épaisse couverture de béton de la forteresse, mais l'effet psychologique était dévastateur. Les hommes se sentaient piégés, enterrés vivants, tandis que l'enfer faisait rage à l'extérieur. À Dizgin, une lueur d'espoir apparut. Le major Jotran reçut des nouvelles via l'une des rares lignes téléphoniques encore opérationnelles, qui menait à un avant-poste. L'armée belge était au courant de l'attaque. Des renforts étaient en route. Un peloton du 2e régiment de grenadiers, environ 50 hommes, était déjà à proximité et tenterait de rejoindre la forteresse. Jotran respira. 50 hommes. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était de l'infanterie entraînée, des soldats capables de se battre. Peut-être que tout n'était pas perdu. Les grenadiers atteignirent la lisière de la forteresse vers 10h30. Leur commandant, le lieutenant Delcroix, tenta d'évaluer la situation. Il vit des Allemands à la surface de la forteresse, vit les coupoles détruites, entendit les tirs. Il savait qu'il devait attaquer, dégager la forteresse. Mais comment? Ces 50 hommes étaient trop peu nombreux pour une attaque frontale. Il opta pour une attaque de flanc par l'est. Les grenadiers avançaient, courbés, profitant des couverts. Mais les parachutistes allemands étaient des professionnels. Ils avaient posté des observateurs. Witzig, observant l'arrivée des soldats belges, dirigea ses équipes de mitrailleuses en position. Alors que les grenadiers se trouvaient à 200 mètres de la forteresse, les mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu, MG-34, 900 coups par minute, un martèlement ininterrompu. Les grenadiers de tête tombèrent. Les autres se jetèrent au sol, tentant de riposter, mais les positions allemandes étaient bien choisies, à moitié dissimulées derrière les coupoles détruites. Delcroix comprit qu'une nouvelle avancée serait du suicide. Il ordonna la retraite. Les grenadiers se replièrent, laissant 8 morts et 14 blessés derrière eux. La tentative de secourir Eben Emael avait échoué. Dans la forteresse, Jotran entendit le feu cesser. Il attendit des nouvelles. Puis un coureur arriva, haletant, avec la nouvelle accablante. Les renforts avaient été repoussés. Ils étaient seuls. Les heures s'étirèrent. Midi, après-midi. Le soleil tapait sur la surface meurtrie de la forteresse. À l'intérieur, l'air se faisait plus lourd. Le système de ventilation fonctionnait encore. Mais la poussière des explosions était partout. Les hommes étaient assis dans les couloirs sombres, fumant nerveusement, chuchotant entre eux. Combien de temps cela durerait-il? Les secours arriveraient-ils? Vers 14h, une autre force de renfort arriva. Le détachement de Vonk, une unité belge du village voisin de Vonk. Environ 200 hommes. Leur commandant avait entendu dire qu'Eben Emael était attaqué et avait décidé de porter secours. Les 200 hommes marchaient vers la forteresse. Mais alors, un nouvel ennemi apparut dans le ciel. Davantage de Stukas. Les bombardiers allemands avaient repéré l'approche belge. Ils fondirent comme des rapaces sur la colonne densément tassée. Les trompettes de Jéricho hurlèrent. Des bombes tombèrent. La formation belge explosa dans le chaos. Les hommes se jetèrent dans des tranchées, coururent dans tous les sens. Des bombes explosèrent sous eux, déchiquetant des hommes, projetant d'autres dans les airs comme des poupées.
L'attaque ne dura que 10 minutes. Mais lorsque les Stukas se retirèrent, le détachement de Wonk était brisé. Environ 100 hommes réussirent, confus et démoralisés, à atteindre la forteresse et à y entrer par une entrée latérale. Les autres étaient morts, blessés ou avaient fui. Ces 100 hommes supplémentaires renforcèrent la garnison, mais ils étaient choqués, beaucoup légèrement blessés, leur morale détruit par les attaques aériennes. La nuit du 10 au 11 mai fut la plus longue de la vie des défenseurs belges. Jotrand savait qu'il devait prendre une décision. Il avait maintenant environ 880 hommes dans la forteresse, y compris les renforts de Wonk. Mais la plupart de ses armes lourdes avaient été détruites. Les Allemands contrôlèrent la surface. Que devait-il faire? Une partie de lui voulait continuer à se battre. La forteresse était encore solide. Les Allemands ne pouvaient pas y entrer. Mais dans quel but? Que pouvaient-ils espérer accomplir? Vers minuit, les parachutistes allemands se rassemblèrent dans l'un des bunkers détruits. Ils étaient épuisés. 71 hommes contre une forteresse de presque 900. Ils avaient perdu 6 hommes. Le sergent Neuhaus, tué par des tirs de fusil belges dans les premières minutes. Le caporal Mayer, mort des suites de blessures causées par un éclat d'obus. 4 autres, tous jeunes, tous loin de chez eux. 15 étaient blessés, certains grièvement, mais ils avaient rempli leur mission. Les canons lourds de la forteresse étaient détruits. Les ponts sur le canal Albert étaient aux mains des Allemands. La route vers la France était ouverte. Le Hauptmann-Koch avait demandé des renforts, des pionniers allemands, des unités de génie avec du matériel lourd. Ils arriveraient au matin, dans la forteresse. Les Allemands prirent une décision qui allait plonger les Belges dans l'angoisse. Vers 3 heures du matin, le 11 mai, ils commencèrent à placer de lourdes charges explosives dans les puits de ventilation nord de la forteresse. Des tonnes d'explosifs, câblés et prêts à exploser. À 3h45, ils déclenchèrent les charges. L'explosion fut catastrophique. Au plus profond de la forteresse, le sol fut arraché sous les pieds des Belges. Une onde de choc géante traversa les couloirs. Les murs de béton se fissurèrent. Les plafonds s'effondrèrent. Dans le bloc 2, l'une des sections nord, 12 hommes furent ensevelis sous des décombres. D'autres titubèrent dans l'obscurité poussiéreuse, désorientés, assourdis par l'explosion. Le système de ventilation tomba en panne. L'air devint instantanément plus épais, plus lourd. Les hommes commencèrent à tousser, à chercher leur souffle. La panique se propagea. Les Allemands étaient-ils en train de faire sauter toute la forteresse? Allaient-ils être enterrés vivants? Le major Jotrand luttait pour garder le contrôle. Il ordonna de dégager les décombres, de secourir les blessés. Les brancardiers travaillaient à la lumière vacillante des lampes de poche, tentant d'aider les hommes écrasés sous des plaques de béton. Les cris des blessés résonnaient dans les couloirs. Jotrand savait que la situation devenait intenable. Ces hommes étaient épuisés, beaucoup blessés, le moral au plus bas. La forteresse était aveugle et paralysée, ses armes lourdes détruites, sa ventilation endommagée. Et bientôt, des renforts allemands arriveraient, des armes lourdes, peut-être des chars, qui bloqueraient les accès. Ils pourraient tenir des semaines. Mais à quel prix? Combien de ces hommes allaient mourir pour une forteresse qui avait déjà perdu sa fonction stratégique? Les ponts étaient aux mains des Allemands. L'armée allemande déferlait déjà sur la Belgique. Eben Emael n'était plus pertinent pour le cours de la bataille. Au matin du 11 mai, à 7h, les renforts allemands arrivèrent. Le 50e bataillon de pionniers, équipé de lance-flammes lourds, de charges explosives et de véhicules blindés. L'Oberleutnant Witzig, qui commandait les parachutistes, rencontra le commandant des pionniers. Ils planifièrent l'attaque finale. À Neufveen, les Allemands commencèrent à diriger des lance-flammes dans les entrées de la forteresse. Des jets de feu jaillirent dans l'obscurité des couloirs. L'odeur de pétrole brûlé emplit l'air. Les soldats belges proches des entrées s'enfuirent plus profondément dans la forteresse.
Toussant, les yeux larmoyants, Jotran savait que c'était fini. Il réunit ses officiers. Le vote fut unanime. Ils allaient capituler. Mais comment? Les Allemands devaient savoir qu'ils voulaient se rendre. À 11h45, le Hauptmann Vamek, le second commandant de Jotran, apparut à la sortie principale. Il portait un drap blanc au bout d'un manche à balai. À côté de lui se tenait le corniste Verviers, prêt à sonner le signal de la capitulation. Un soldat allemand aperçut le drapeau blanc. Le feu cessa. Un silence spectral s'abattit sur la forteresse. Vamek s'avança à l'air libre, les mains levées. Des soldats allemands l'encerclèrent, les armes pointées. Un officier s'avança. Vamek parla en français, puis maladroitement en allemand. Il voulait capituler. Condition? L'officier allemand, un lieutenant du bataillon de pionniers, acquiesça. Aucune condition. Capitulation inconditionnelle. Traitement honorable comme prisonnier de guerre. Vamek retourna à la forteresse, rapporta la nouvelle. Jotran acquiesça lentement. C'était la fin. À 12h30, le 11 mai 1940, 31 heures après le début de l'attaque, les portes du fort d'Eben-Emael s'ouvrirent. 780 soldats belges marchèrent vers la lumière du jour, les mains levées, les visages sales, les uniformes déchirés. Beaucoup pleuraient. Certains regardaient droit devant eux, vides, épuisés. Les Allemands les firent s'aligner. Witzig se tenait là, observant les longues rangées de prisonniers, 780 hommes. Ces 71 parachutistes, maintenant réduits à 65 opérationnels, avaient vaincu la plus puissante forteresse d'Europe. Cette histoire ne doit jamais être oubliée, car elle nous montre quelque chose de fondamental sur la guerre et le courage humain. Les chiffres ne racontent qu'une partie de la vérité. 780 contre 71 semble sans équivoque. Mais la guerre n'est jamais seulement une question de chiffres. La tactique, la surprise, l'entraînement, le moral. Tous ces facteurs invisibles décident des batailles. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à interviewer des vétérans avant qu'ils ne disparaissent à jamais, à numériser des documents rares. Aidez-moi à préserver ces histoires pour les générations futures, car si nous oublions ce qui s'est passé, nous sommes condamnés à le répéter. La défense du fort d'Eben-Emael est devenue l'un des cas les plus étudiés dans les académies militaires du monde entier. Qu'est-ce qui a mal tourné pour les Belges? Premièrement, la forteresse avait été construite pour une guerre du passé. Les ingénieurs avaient pensé à des duels d'artillerie, à de longs sièges, à des attaques frontales. Ils n'avaient jamais prévu qu'un ennemi atterrirait directement sur la forteresse. Les angles morts des canons, l'incapacité de tirer sur sa propre surface, cela est devenu la faiblesse mortelle. Deuxièmement, les troupes de garnison n'étaient pas de l'infanterie. Les hommes de Jotran étaient de braves soldats, mais ils n'étaient pas entraînés pour le combat qu'ils ont dû mener. Un bataillon de panzergrenadiers dans la forteresse aurait peut-être pu chasser les parachutistes, mais des artilleurs, soudainement forcés de combattre comme de l'infanterie, étaient dépassés. Troisièmement, la communication. Lorsque les téléphones tombèrent en panne, Jotran perdit le contrôle de ses positions de combat. Chaque coupole combattait isolément, sans savoir ce qui se passait ailleurs. Les armées modernes ont appris. Des systèmes de communication redondants sont vitaux. Un seul point de défaillance peut paralyser toute une défense. Mais ce que les Allemands ont accompli était aussi remarquable que la défense belge fut tragique. La planification était méticuleuse. Pendant des mois, les parachutistes s'étaient entraînés sur un modèle. Ils connaissaient chaque mètre de la forteresse. Lorsqu'ils ont atterri, ils se sont déplacés comme des hommes qui rentraient chez eux, pas comme des assaillants en terrain étranger. Les charges creuses furent décisives.
Cette nouvelle arme rendit obsolètes les épaisses coupoles blindées sur lesquelles les Belges avaient compté. Du jour au lendemain, les forteresses les plus solides d'Europe devinrent vulnérables. Les Alliés apprirent cette leçon douloureusement. La ligne Maginot, le vaste système de fortification de la France, devint soudainement discutable. Si Eben et Mael pouvaient tomber en 31 heures, qu'est-ce que cela signifiait pour les autres forteresses? L'impact psychologique fut immense. L'imprenable était tombé. Le mythe de la défense absolue était brisé. Pour les défenseurs belges, la capitulation marqua le début de 5 années de captivité. Le major Jotran fut transporté en Allemagne, passa la guerre dans différents camps. Il survécut, retourna en Belgique en 1945. Mais la chute d'Eben et Mael le hanta. Certains l'accusèrent d'avoir capitulé trop tôt. Aurait-il pu combattre plus longtemps? Les enquêtes militaires après la guerre conclurent, Jotran avait agi correctement. Une résistance supplémentaire aurait été un bain de sang insensé. La forteresse avait perdu sa fonction. Sacrifier ses hommes pour un symbole aurait été de la folie. Sur les 780 défenseurs, 21 étaient tombés, 145 blessés. Compte tenu de l'intensité de l'attaque, de la surprise, de la supériorité technologique des Allemands, ces pertes étaient relativement faibles. La décision de Jotran de capituler avait sauvé des centaines de vies. Du côté allemand, les 71 parachutistes furent déclarés héros. Le Hauptmann Koch reçut la croix de chevalier. L'Oberleutnant Witzig fut promu, couvert de décorations. La machine de propagande célébra la victoire comme une preuve de la supériorité allemande. Mais les parachutistes eux-mêmes parlaient rarement d'Eben et Mael avec fierté. Dans des interviews ultérieures, des décennies après la guerre, certains exprimèrent leur respect pour les défenseurs belges. Un parachutiste, dont le nom n'a pas été transmis, a déclaré dans les années 1970 « Les Belges se sont battus avec ce qu'ils avaient. Ils étaient courageux. Ils n'avaient juste aucune chance contre ce que nous avions apporté. Ce n'est pas une honte, c'est la guerre. » Ces mots capturent quelque chose d'important. Le courage n'est pas seulement de gagner. Le courage est aussi de se battre quand les chances sont désespérées. Les 780 défenseurs d'Eben et Mael ont eu ce courage. Le fort d'Eben et Mael est toujours là aujourd'hui. Le gouvernement belge a conservé les ruines comme mémorial. On peut visiter les coupoles détruites, voir les trous que les charges creuses ont faits. On peut traverser les couloirs sombres où des hommes désespérés se sont autrefois battus pour leur vie. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent, des historiens militaires, des classes scolaires, des vétérans. Ils se tiennent à la surface de la forteresse et essaient d'imaginer ce que c'était que ce matin de mai 1940, quand les planeurs sont venus du ciel. Le silence du lieu est spectral. On peut presque entendre les échos des explosions, les cris des blessés, le crépitement des mitrailleuses. L'histoire n'est pas seulement des chiffres et des données. L'histoire, ce sont des gens. 780 soldats belges, la plupart jeunes. Beaucoup venaient de commencer leur service militaire. Ils avaient des familles, des rêves, des espoirs. Un samedi matin, ils ont été jetés dans une situation pour laquelle ils n'avaient jamais été formés, contre un ennemi qui leur était technologiquement supérieur. Ils se sont battus du mieux qu'ils pouvaient. 21 d'entre eux sont morts. Leurs noms sont inscrits sur un monument près de la forteresse. Les parachutistes allemands, eux aussi, étaient des êtres humains. 6 sont morts pour la victoire. Le sergent Neuhaus avait 22 ans, d'un petit village de Bavière. Le Gefreiter Meyer avait 20 ans, de Hambourg, un menuisier qualifié qui rêvait d'un avenir en tant que fabricant de meubles. Ils sont morts loin de chez eux pour des objectifs qu'ils ne comprenaient peut-être pas pleinement. La guerre prend les meilleurs d'entre nous, des deux côtés. C'est la tragédie. Il n'y a pas de gagnants dans la guerre, seulement des survivants et des morts. La leçon d'Eben et Mael n'est pas que les Allemands étaient brillants ou que les Belges ont échoué. Non, la leçon est que la guerre est chaotique, brutale et imprévisible. La technologie peut décider des batailles.
La surprise peut anéantir les nombres, mais à la fin, ce sont des êtres humains qui souffrent, des deux côtés de la ligne. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, il ne reste que quelques vétérans d'Eben et Maël. Les derniers défenseurs belges sont nonagénaires, leurs souvenirs s'estompent. Bientôt, il n'y aura plus de témoins directs. C'est pourquoi il est si important de préserver ces histoires, pas pour glorifier la guerre, mais pour se souvenir, pour comprendre ce que nos grands-pères ont vécu, pour s'assurer que les sacrifices ne sont pas oubliés. Les 21 soldats belges tombés à Eben et Maël méritent qu'on se souvienne d'eux. Les 6 parachutistes allemands, également. Tous étaient des fils, des frères, des amis. Tous ont été privés de leur avenir par une bataille qui a duré 31 heures et qui a changé le monde. Le fort d'Eben et Maël a enseigné aux militaires du monde entier. Aucune forteresse n'est imprenable. Aucune défense n'est parfaite. L'innovation et la surprise peuvent surmonter les murs les plus solides. Ces leçons ont été appliquées tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement de Normandie, l'attaque de Pearl Harbor. D'innombrables autres opérations se sont appuyées sur les principes démontrés à Eben et Maël. Mais la leçon la plus importante est humaine. Le courage n'existe pas seulement du côté des vainqueurs. Les 780 défenseurs belges ont fait preuve de courage en luttant contre des chances accablantes. Les 71 parachutistes allemands ont fait preuve de courage en atterrissant sur la forteresse la plus puissante d'Europe. Les deux camps méritaient le respect. Les deux camps faisaient partie d'une histoire qui les dépassait. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire ? Beaucoup de spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui ont combattu en Belgique, des lettres retrouvées dans des greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble. Le souvenir d'Eben et Maël ne doit pas mourir avec la dernière génération de vétérans. Il doit continuer à vivre à travers nous, à travers nos enfants, à travers toutes les générations à venir. C'est la seule façon d'honorer les hommes qui ont combattu et sont morts des deux côtés de cette tragique bataille.